Merci de nous retrouver sur le plateau de Fanzone Live. C'est la 700e de Fanzone et oui, déjà le temps passe et on a décidé de fêter cet anniversaire pas tout seul. Très bonne vanne pour commencer, voilà. Merci. Elle était bien, hein. Elle était bien, voilà, puisque nous sommes avec l'équipe de Seul, voilà, adaptation de la BD que vous connaissez sûrement, qui sort dans nos salles le 8 février prochain. Et on l'a mis voilà, en texte sur la petite accroche de ce live. Adaptation réussie. Bah nous, on dit oui et on va en parler voilà, avec cette équipe que je présente. Il y a Sophia qui incarne Leila. Bonjour. Stéphane. Bonjour. Qui incarne. On dit je sais pas si on dit Doji ou Doji. En fait, si on le dit vite. Doji. On dit Doji, voilà, donc on dit Doji. Et David Moreau, voilà, on se connaît depuis un petit moment puisque tu avais débuté sur le film Il. Voilà, ça remonte à 2008. 2006, pardon, voilà. 10 ans, un peu plus de 10 voilà, ans. Donc on se suit, on s'est recroisés et c'est un plaisir de vous recevoir ici. Maximilien qui représente la rédaction. Bonjour. Vos questions évidemment que je vais recevoir sur mon petit téléphone et ça permettra de dialoguer avec nos talents. Ce que je vous propose, si vous connaissez pas encore l'univers de Seul, c'est de regarder cette petite bande-annonce et puis après on est parti pour une demi-heure ensemble, images. Vous êtes où? Vous avez vu quelqu'un? Tu crois que c'est quoi? Virus? Comme dans Walking Dead? Y a plus personne nulle part. Si vous voulez me suivre, c'est maintenant. Dis-moi que t'as le permis au moins. La conduite accompagnée? C'était quoi putain? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas seul. Le mec des couteaux. Alors voilà pour cette bande-annonce. Seul, alors on disait pour nous, adaptation réussie, c'est plutôt les retours que vous avez jusque-là, parce que quand on adapte une bande dessinée, en plus qui a quand même un statut assez culte auprès du public qui connaît cette histoire, pour l'instant les retours sont positifs et j'imagine que ça fait plaisir sur l'enjeu qui était au départ dans cette adaptation. Ça fait plaisir, puis ça enlève un peu de peur, parce que je vous avoue que quand on s'attaque à une adaptation et où on sait qu'il y a une fanbase très, très nombreuse et très influente, on a vraiment peur pour sa sécurité. D'ailleurs, quand j'ai présenté le film à Angoulême, j'avais vraiment une armure un peu similaire à celle d'Iron Man qui est juste là, afin de parer toute attaque de fans, ce qui n'a pas été le cas. On a fait une super projo avec un public de fans d'ailleurs et qui a hyper bien réagi au film, et pour moi c'est vraiment la plus belle récompense qu'on peut avoir jusqu'à maintenant, c'est d'avoir un public conquis et ils sont vraiment, voilà, ils ont le film fout les jetons, fait pleurer, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Il fout les jetons. Ça fait pleurer aussi. Ça fait pleurer à la fin, mais on ne racontera pas à la fin. Mais oui, et puis il y a des moments drôles et ils ont été hyper réactifs. Et ça m'a fait vachement plaisir, surtout que comme j'ai pris un peu de liberté avec l'adaptation de la bande dessinée, voilà. J'ai pris des libertés, en même temps c'est vraiment les personnages de la BD. Donc voilà, ça nous permet de suivre leur aventure qui est un peu différente dans le film, mais avec les vrais personnages. Donc comme ils ont retrouvé leurs personnages, je pense que voilà, ils sont vraiment laissés aller dans le film. Et justement, tu parlais des personnages. Par contre, par rapport à la BD, il y a une inversion, c'est que dans la BD, c'est Doji le personnage principal, et là, c'est Leila. Pourquoi avoir fait ce changement? Alors pas vraiment, permets-moi pas vraiment, parce qu'en fait Doji c'est le personnage principal. Enfin, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Doji qui est là, Fabien Vellman, l'auteur de la BD, me disait que ça dépendait vraiment des lectures des gamins, et il y a des gamins qui pour eux leur personnage principal c'est Saul, le méchant, ce qui est très étrange et préféré d'ailleurs. C'est très Ils sont un peu inquiétants ces enfants. Ouais, il y a un peu inquiétant. Pour d'autres c'est Doji, pour d'autres c'est Camille, Leila, voilà. Il se trouve que pour moi le personnage de Doji avait de l'intérêt que s'il était mystérieux, loup solitaire, un peu Lone Ranger, taiseux et qui n'en dit pas trop et qui se dévoile vraiment petit à petit. Et si j'avais choisi de le mettre lui en tant que personnage, comme point de vue de personnage pour commencer cette histoire, j'en aurais révélé par essence trop sur lui. Donc j'ai trouvé ça plus intéressant de l'avoir pas dans le fond, mais que sa présence et sa stature, 1m80 quand même, 8 pardon. Il a grandi depuis il a pris 8 cm, donc on a dû changer on faisait avec la caméra, on changeait un peu l'axe au fur et à mesure du tournage, parce qu'il grandissait de temps en temps dans le plan, ce qui était compliqué. Mais non, et donc du coup d'avoir Doji, pour moi, Doji aurait perdu s'il avait été le point de départ, et je trouve que le personnage de Leila, qui est
qui est un personnage très fort et très valeureux. Moi, je me suis rendu compte que dans ma filmo, quasi tous mes films étaient des personnages féminins principaux. Et voilà, je sais pas pourquoi j'ai une attirance pour Parce les que tu personnages veux féminins. pécho les actrices, et il faut le dire, David, il faut pas avoir peur des mots. Je crois qu'il y a une partie, il y a ça. Évidemment, c'est la raison première. Non, la vraie raison, je pense que ce que j'adore chez les personnages féminins, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont plus fragiles, mais en fait, elles sont plus fortes. Et c'est ce paradoxe-là qui m'a toujours plu dans les personnages féminins qui racontent des histoires, qui nous amènent dans des histoires qui font peur. Et justement, est-ce que c'est comme ça que tu décrirais ton personnage, Sophia, le personnage de Leila? Oui, c'est ça. C'est un personnage qu'on pense très, 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 très puissant, fort, qui en impose beaucoup, mais en fait, pas du tout. Elle a aussi il y a toute sa fragilité, toutes ses angoisses qu'elle traîne avec elle et qu'on voit le long du film. Et c'était intéressant de travailler sur cette nuance-là entre la puissance et la fragilité. Et c'est intéressant aussi, je trouve ça bien et valorisant d'avoir un personnage fort, féminin, un peu qui mène et qui rassemble autour d'elle. Et vous vous retrouvez, vous êtes des jeunes comédiens, vous aviez quand même déjà quelques films derrière vous, mais quand on se retrouve sur un plateau, dans des rues désertées, alors voilà, après on en parlera peut-être tout à l'heure de la façon comment on vit d'une ville finalement, mais en fait il y a quand même une pression de se dire on est 5 jeunes comédiens, vous êtes les deux vétérans de la bande, et face à une armée de techniciens derrière très adultes sur un film très ambitieux, voilà, d'adaptation, film de genre et tout ça. Donc comment on vit ça quand on est devant la caméra et comment on fait abstraction de cette pression-là finalement? Mais en fait, le truc, c'est qu'il nous a accordé énormément de confiance, de temps pour exploiter nos personnages et tout. Et du coup, on se sentait pas enfant bien sûr, on sent la grande responsabilité du fait qu'on fasse un film qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, qu'on soit 5 premiers rôles, qu'on porte le film, tout le long on a tourné combien de temps déjà? 9 semaines. 9 semaines. Donc oui, on se dit oui, c'est long, est-ce que je vais y arriver? Mais en fait, il y a tellement de confiance et il a une énergie débordante, David, qui nous emporte avec lui et qu'on se laisse aussi plonger dans l'histoire. On a eu une grosse préparation, donc on se sentait pas comme des enfants à qui on demandait de faire quelque chose d'incroyable. On était vraiment une équipe, une team et on avançait tous ensemble. Et il y a un côté jouissif surtout à se retrouver seul à tourner entre nous et avoir toutes ces rues vides. T'as l'impression d'être le président de la République un peu. C'était assez marrant à faire. Et puis il y a aussi un côté bête de foire parce que quand on explique aux gens qu'on peut pas passer pendant un certain laps de temps, ils se mettent à regarder ce qui se passe, etc. Et donc c'était un peu marrant de jouer ces scènes-là devant un public en quelque sorte. Et c'était très passionnant et très différent des autres tournages où il y a des figurants et d'autres acteurs et où c'est tout de suite plus vivant, on va dire. Pour le coup, ce qui nous a fait bizarre, ce sont les rares scènes où justement il y a des figurants. Et là, on se sentait comme à la foire on se sentait un peu. À la foire du trône, c'est une ambiance spéciale aussi. C'est des figurants qui n'étaient pas vraiment prévus. Qui vont peut-être même découvrir le 8 qui sont dans un film. Oui, ils sont au courant quand même. Non, je suis pas sûr qu'ils aient capté. Je pense qu'ils ont pensé qu'on tournait un reportage ou quelque chose comme ça. Et c'est bien. Et je pense que il y en a qui auront la surprise de se découvrir à l'écran le 8. Et faites gaffe au plan de la foire du trône parce que j'en dis pas plus, mais il y a des petites surprises. Et toi qui viens du stand-up et de l'humour, de la scène, ton personnage est au début un peu mystérieux, à la fin touchant, on le disait. Pour le coup, jamais très drôle. Et est-ce que c'est de lutter contre sa propre nature et de se dire qu'on va laisser le rôle de celui qui fait l'humour, c'est-à-dire plutôt Paul, qui joue Yvan. Paul. Moi je dis Paul. J'ai grandi dans le sud, donc je dis Paul. Je sais pas pourquoi. D'accord. C'est mon accent. Mais voilà, d'arriver à contenir l'humour qu'on a en soi et de se dire, parce qu'il y a des plans notamment très serrés sur quand t'as la capuche sur les yeux et tout ça, où on se dit, ah oui, c'est pas le Stéphane Bach qu'on connaît, quoi. C'était l'un des aspects les plus durs parce que même dans la vie j'ai tendance à faire que des blagues, etc. Et donc j'arrive souvent sur le tournage avec l'envie de rire alors que c'était pas le propos. Et je me souviens de David qui me disait je veux que t'arrives avec un balai dans le cul, quoi. On a le droit de le dire. On peut. Il me disait je veux que tu sois concentré. Et que tu restes dans Doji constamment. Il y a pas de off pour Doji. Et c'était peut-être l'un des aspects les plus durs de garder ce sérieux et cette rage que Doji a en lui, mais cette sensibilité aussi. Non, puis moi, quand j'ai rencontré Stéphane, je connaissais pas son passé de
Oui, mais comique. David, tu connaissais pas le dab non plus il y a 5 Non, minutes. je sais. Et tu m'as appris qu'il était Beyoncé pendant le tournage. Je sais. Non, mais je sais que j'ai des grosses lacunes et en Mais non, partie, mais on s'en fout en de partie être passé à côté de ta carrière d'humoriste. mais moi, je connaissais pas ce qu'il avait fait avant. Et comme physiquement, pour moi, il est exactement le personnage, j'ai pas eu du tout c'était pas compliqué pour moi de me l'imaginer en tant que Doji. Et puis d'ailleurs, il est rentré dans les chaussures vachement facilement et il est pas si drôle que ça. Moi, je trouve qu'en fait, sa carrière est plus dans des films comme ça que dans des blagues que je trouve souvent douteuses. T'as pris un bon virage finalement. Voilà, le cinéma sombre, c'est bien. Voilà, il essaye toujours d'en balancer 2-3. Il y arrive de moins en moins. Et je pense que plus il va vieillir, plus il va faire des rôles plus denses, plus intenses. Et voilà, il nous a menti dès le départ. Seul est là pour un peu le remettre sur la bonne voie. Voilà, sur la bonne voie du cinéma de genre. Mais justement, David, est-ce que ça a été compliqué pour toi en fait de garder ce ton sombre? Parce qu'on sait que c'est le genre de truc qui peut effrayer un peu les producteurs, qui peuvent dire tu veux pas rajouter un peu d'humour, de légèreté. Ce qui rejoint des questions d'internautes qui disent quel est le budget du film? Est-ce que ça a été compliqué de monter un tel film? Donc ça rejoint un peu la question 70 millions de dollars. Parce que c'est vrai que la BD parle de thèmes sombres et sur un film de genre en France, on sait que c'est compliqué. Donc ça rejoint la question de Maximilien. Voilà, la difficulté de monter un projet comme ça. La difficulté, moi je la connais puisque je viens du film de genre, donc j'ai essuyé les plâtres avant quand j'ai commencé. Et moi, mon premier film, on l'avait vraiment fait pour moins d'1 million d'euros, donc ce sont toujours des budgets très modestes. Il se trouve que Seul méritait un peu plus d'argent. Le budget, je pourrais vous le dire, mais bon voilà, c'est un budget confortable pour une comédie, sauf qu'on n'est pas une comédie et il a fallu faire un film qui soit à la hauteur des attentes des fans et d'un public exigeant. Donc on a tous mis on a tous beaucoup plus travaillé qu'on ne l'aurait fait sur un autre film parce que je pense que l'équipe technique avait vraiment envie ils croyaient vraiment et c'est vraiment donné à fond, les comédiens bien évidemment, nous tous, les effets spéciaux, la boîte qui a fait les effets spéciaux qui s'appelle, je fais de la pub, Mathématiques, qui est une boîte absolument incroyable qui m'a permis d'aller très loin, beaucoup plus que je ne l'aurais pu faire avec les moyens qu'on avait. Donc on a tous mis beaucoup d'énergie à l'écran pour que le public n'ait pas l'impression de voir un film français. Quand vous parliez de budget, c'est vrai que ce sont des films qui font peur aux producteurs et aux financiers, puisque c'est des films qu'on fait pas en France, parce que l'univers narratif français s'arrête finalement dès qu'on raconte des histoires pas réalistes, c'est pas pour nous. Parce qu'on se dit qu'en fait, les spectateurs, quand c'est américain, c'est déjà exotique. Et donc, comme c'est déjà exotique, on peut croire à des mecs qui mettent des collants, des mecs, voilà. Ah, enfin! Il voulait le faire depuis longtemps. Il dit, David, est-ce que je peux mettre les oreilles de Mini? Je dis, Stéphane, merde, tu vas pas polluer la promotion. C'est comme ça qu'on l'a convaincu de venir dans Fanzone. Exactement. Il y avait Mini. Avec les oreilles. Donc ouais, c'est des histoires qui sont difficiles à raconter en France parce que je pense que les spectateurs se disent que si c'est français, on va pas y croire. Et donc, du coup, difficile à financer. Il se trouve que ça, c'est un énorme succès en librairie. Donc, du coup, moi, j'y suis absolument pour rien. C'est vraiment le succès de la BD qui a permis au projet d'exister parce que, alors, on a essuyé évidemment quelques refus de certains financiers, mais ceux qui nous ont suivis, Studio Canal, a bien compris que la BD était très populaire. Et moi, ayant voyagé un peu en France pendant la promo du film, et même avant, je me rendais compte, dans les librairies, je me dis, c'est quoi la BD la plus lue? Seul. Donc c'est vraiment, voilà, elle est vraiment, je pense qu'elle est vraiment son public. Alors, est-ce qu'ils vont avoir envie d'aller les voir comme ça? Je l'espère. Alors, une question de Jérémy, qu'on salue, qui nous dit le film réunit combien de volumes de la BD, justement? Actuellement, il y a 10 volumes qui sont sortis sur une 20aine prévue, je crois. Alors, en fait, la structure de l'histoire va être entre le premier cycle, en fait, du premier tome à la fin du 5e. Et en fait, on traite pas tous les tomes à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des tomes du premier cycle qui se retrouveront dans la suite de Seul, si suite il y a. Voilà, donc en fait, voilà, c'est une structure un peu de survival que j'ai écrit un peu un survival de ces gamins qui se rendent compte qu'ils sont seuls et pourquoi ils sont seuls. Finalement, c'est la réponse qu'elle répond le film. Donc il y a plein d'éléments du premier, du deuxième et du 5e un peu remodifiés. Le 3 et le 4 sont un peu plus. Le 3, il y a quasiment rien du 3.
Voilà, donc mais la structure se base sur le début du premier album et la fin du 5e. Est-ce que ça veut dire que tu as déjà commencé à travailler un peu sur la suite, d'avoir une structure, ou tu préfères attendre de savoir si ça peut se faire? Je sais ce qui va s'y passer. On en a déjà parlé avec l'auteur de la BD et le producteur. Après, voilà, moi, j'ai pas envie de m'y mettre si je me dis que ça va pas, qu'on va pas le faire. Donc voilà, le film, il est là, il est dans nos têtes. On est prêt. Si le public répondez présent. On sera au rendez-vous. Voilà. Et vous, maintenant, quelle relation vous avez avec la BD, puisque vous êtes plus lecteur, vous êtes lecteur-acteur de cette histoire, et notamment, je disais, on en est voilà, au volume 10, il y en a encore à peu près 10 autres qui vont arriver, donc en fait, vous allez découvrir ce qui va vous arriver. C'est plus ce qui va arriver à des personnages. Donc, vous inquiétez pas, il y a des bruits bizarres. On a préparé ça ne s'entend pas au micro. Quelqu'un fait quelque chose de très étrange au-dessus de nous. Nous avons pas savoir. Nous avons des bruits de plomberie dans ce studio. Quelle relation t'as avec la BD? Donc voilà, parce que voilà, c'est un peu nous quand on avait rencontré Daniel Radcliffe pour Harry Potter, voilà, quand ils ont commencé à tourner Harry Potter, en fait, certains romans étaient sortis, mais au bout d'un moment, les films étaient presque en avance sur les romans, en tout cas, et sortaient en même temps. Et du coup, quand un nouveau roman sortait, il lisait ce qui allait lui arriver. Donc vous, c'est une relation qui va changer aussi par rapport à l'œuvre originale. En fait, c'est-à-dire on va découvrir en même temps que les albums sortent ce qui va nous arriver dans le film. C'est ça, c'est qu'en fait c'est vous maintenant, même si c'est je sais pas. Est-ce que tu dessins. comptes la suite, tu comptes coller aux bandes dessinées? Moi, je sais que pour le 2, ça sera pas moi, ça sera Omar Sy, donc j'ai un peu des petits problèmes de. Non, mais quelle relation on a avec la BD? Écoutez, moi pour ma part, j'ai pas lu le dernier tome, j'ai lu tous les autres tomes. Et donc, du coup, je suis devenu fan moi, j'ai découvert la BD en passant les essais. Je la connaissais de nom, mais je l'avais pas lu. Et donc, j'ai acheté, j'ai travaillé le rôle de Doji avec. Je vois pas comment on peut pas devenir fan de cette BD. C'est super bien écrit. Le dessin est beau, ça marche super bien. Mais on a envie d'incarner ces personnages toute sa vie. Moi, la bande dessinée, je la connaissais déjà au collège. Je la lisais. Donc ça m'a fait drôle quand j'ai appris que déjà quand j'ai passé le casting, mais surtout quand j'ai appris que je pourrais devenir Leïla vraiment, et parce que c'est un personnage qui me plaisait déjà beaucoup. Mais après la relation qu'on a entre la bande dessinée, passer de la bande dessinée au film, disons oui, je me suis inspirée de la bande dessinée pour le casting, pour le personnage, je le connaissais, mais j'ai aussi essayé d'apporter ce que moi j'avais envie de voir dans ce personnage-là. Et après pour le film, c'est vraiment un travail avec David, c'est la rencontre de son univers et de ce que moi je voulais aussi pour le personnage. Et ça a matché et on a travaillé. Si, bien sûr, c'est une blague. Non, mais je veux dire, on a travaillé vraiment ensemble le personnage de Leïla. On n'avait pas la BD en fait à côté, on se disait on doit tout faire pareil que la bande dessinée pour ce film. Non, c'est vraiment, c'est un travail d'équipe en fait. Mais sur les personnages. Pour un peu plus se recentrer sur ta question, parce que voilà, c'est vrai que non, mais c'est vrai, non, pas du tout, Sophia. C'est vrai que le rapport avec l'auteur, c'est évidemment moi qui l'ai eu, puisque j'ai travaillé avec Fabien Vellman pendant l'élaboration de ce scénario. Ce qu'il y a de marrant, par contre, c'est l'échange qu'on a eu ensemble, où en fait, il y a certaines discussions qu'on a eues, certaines idées que j'ai pu avoir sur l'adaptation, qui vont un peu influencer la suite des albums, la suite de cette histoire qui n'est pas finie, puisque comme vous l'aviez dit, ils en prévoient une vingtaine, 21 je crois pour être exact. Et du coup, comme ils ont vu le film, que le dessinateur, il a vu le film d'ailleurs, il allait dessiner les personnages du film pour refaire l'affiche, machin, quelque part, ils se greffent à leur imaginaire. Et je pense que Stéphane, Sophia, Paul, Jean-Stan et Kim, qui interprètent les cinq personnages principaux de Seul, en fait, vont dès le 10e tome, ils sont restés dans la tête de Gazzotti et de Vellman, et je pense qu'ils vont influencer aussi la suite. Donc c'est vraiment une belle. Doji fera du stand-up dans les prochains. C'est un mariage assez intéressant. Et j'ai adoré bosser avec eux parce qu'ils étaient très ouverts à ce que j'adapte leur histoire à ma manière, ce que j'ai fait. Et parce qu'ils savaient la complexité de faire ce genre de film et qu'il fallait faire certains choix. Par exemple, il n'y a pas d'animaux dans le film. Ça, c'est parce que je me disais, des enfants, une ville déserte plus des animaux, ça va peut-être être trop pour moi. Donc, les animaux qui sont vraiment,
qui font vraiment partie, en tout cas sur le premier album. Oui, il y a des rhinocéros, un tigre blanc. J'aurais adoré, mais bon, voilà, on l'a pas fait, mais il y a d'autres trucs très cool et et qui, voilà, ils ne manquent pas au film, mais c'est vrai que, si la suite il y a, et qu'on a un budget encore un peu plus confortable, c'est sûr que ça nous permettra de faire encore d'autres choses. Alors, avant de regarder une petite vidéo d'1 minute où vous verrez justement le dessinateur Bruno Gazzotti redessiner les personnages, on a un mini quiz pour vous. Voilà, ici, Fanzone, c'est l'émission de la pop culture. Vous avez le droit de vous tromper, hein, attention. D'accord. Un quiz sur les personnages qui sont seuls. Donc, pas forcément sur le film, on va voir si vous connaissez bien. Il faut retrouver le film caché derrière cette définition. Si je vous dis Tom Hanks fait copain-copain avec un ballon de volley. Facile. Vas-y, Sophia. C'est oui, seul au monde. Ouais, c'est ça. Will Smith est le dernier homme sur Terre, mais en fait, il est pas seul. Je suis une légende. Je suis une légende, pas mal. Matt Damon fait pousser des patates très loin de chez lui. Seul sur Mars. Bien joué. Eric et Ramsey jouent à chat dans Paris. Seul tout. Bien joué. D'ailleurs, s'il y a un seul 2, est-ce que vous allez... Moi, sans déconner, c'est une idée que je propose depuis le début du tournage. David a son opinion, les producteurs aussi, mais on n'est pas à l'abri d'eux. Hein. Quand je vous ai dit que sa carrière était plus ça, je me trompais pas. Non. Comique du coup. C'est pas mal ta blague, Stéphane. Non, pour répondre plus sérieusement, parce que mon rôle à moi est d'être un peu plus sérieux qu'eux. Non, le titre du film sera le même, Seul, et sauf que voilà, on définira plus l'aventure du deuxième sous le titre, un peu comme on peut voir dans les films. Seule résurrection. Par exemple. Non, pas. Alors c'est pas mal. C'est une belle proposition, je la garde. Mais voilà, ça, donc Seul tout. Voilà, je pense que ça pourrait être drôle, mais voilà. je pense qu'on va passer. C'est sympa de les faire jouer un petit rôle. Tout à fait. Ouais. Bon, allez. En tout cas, voilà, quand le film verra le jour, on veut sur l'affiche les oreilles de Minnie. Et sur la capuche. Sur la D'accord, capuche, on ça va me semble voir assez ce qu'on peut indispensable. faire. Comme Doji se dévoile de manière un peu plus. Voilà, il s'humanise au fur et à mesure du premier On n'est épisode. pas à l'abri de. On est Pas à pas à l'abri l'abri qu'ils mettent une d'une oreille de découpe, Minnie ouais. et puis voilà, et qu'ils me fassent une imitation de Donald Trump. Stéphane. De Donald, pas de Donald Vas-y, Trump. Stéphane, oui, c'est Mais je ça. sais pas faire d'imitation de Donald Trump. Qui fait des pas, le imités lance Ça va pas, pas la tête, le on fait lance pas ça. On est politiquement correct, nous. Bon. Alors, Il est fini le quiz déjà on peut continuer, j'en ai plein, hein, si vous voulez. Vous voulez allons-y. continuer? Allons-y. Dans l'espace, personne n'entendra crier Sandra Bullock. Gravity. Ouais, Gravity, bien joué. Un robot et un criquet font le ménage sur Terre. Wall-E. Wall-E. Leonardo DiCaprio, 0. L'ours, 1. The Revenant. Jamais. Non, mais vous êtes fort, vous êtes fort. Un naufragé, un zèbre, un singe, une hyène et un tigre. Le sur un- 17 pi. Oh là là, mais ils sont trop forts. Incroyable. James Franco aurait bien besoin d'un coup de main. Oh, James Franco. Ta. Comment je peux pas savoir. James Franco aurait bien besoin d'un coup de main. Ça, c'est pas mal. J'aime Franco, bien. Celle-là, je l'ai pas. 127 heures. Ah, d'accord. voilà. Pardon. Allez, un petit dernier. Voilà, ils sont compliqués. ceux-là. Ouais. Ryan Reynolds, donc Deadpool, est enterré vivant avec un portable et un briquet. C'est pour ça. Je c'est sais. dans le- Je sais. comment ça Il y a un s'appelle truc d'heure, non, aussi, non Dedans, non Non. Pas du tout. Non, non, Ah non. Non, ça c'est Il est 127 enfermé heures. dans un- oh, putain, euh, merde, comment ça s'appelle? Ah bon. Mais je sais ce que c'est. Ça se passe que Ryan, dans un si tu nous décor. regardes. J'ai pas vu, mais je sais Ça se ce passe que que dans un décor. Ça Exactement. s'appelle Buried. Buried, Voilà. exactement. Ouais, en tout cas, Buried. non, vous êtes assez balèze, vous avez 9 sur 10. Bon, donc c'est parfait. voilà, c'est quand même pas mal. Donc ce que je vous propose, on regarde une petite minute d'image donc de Bruno Gazzotti qui redessine l'équipe de Seul et puis après on se reparle de comment on vit d'une ville. Et ben on va savoir ça tout de suite. Image. Nous voici de retour sur le plateau de Fanzone Live. Pendant la pause, on était en train de parler de politique. Ça devenait hyper sérieux. C'était moins stand-up que prévu finalement. Donc nous sommes toujours Il y a avec, un rire qui emballe tout. avec Sophia,
avec Sophia, avec Stéphane, avec David pour parler de ce film qui sort le 8 février. Je vous le rappelle, adaptation de la bande dessinée. Alors voilà, la question qu'on posait avant cette petite vidéo, c'est comment qu'on fait pour vider une ville ? Alors, il y a pas mal de solutions. La première, c'est de bloquer les avenues avec une équipe de régisseurs, de talents qui bloquent tous les accès. Je me souviens d'une scène, merci Stéphane, je te dis passionnant. D'accord. Je me souviens d'une scène où justement le personnage de Doji sort du commissariat et se retrouve sur une avenue déserte. On vit toute l'avenue, il y a une 50aine de régisseurs pour tout bloquer parce qu'il fallait vraiment, comme il y avait beaucoup de vent, si ça bougeait, parce qu'après je peux vous parler des effets spéciaux, mais voilà, on voulait vraiment qu'il y ait vraiment le moins de monde possible, et au moment où il arrive, vraiment la scène est un peu intense, machin, il fait « Oh, Stéphane Bach, j'adore ton... » Je sais plus ce qu'il dit. Ah non, il t'avait confondu. Non, il t'avait confondu avec Omar Sy. C'est ça, il fait « Oh, bref. » tous les jours. Et donc, bon, là, on a eu des petites complexités comme celle-ci, mais voilà, donc soit on bloque les rues, soit on efface des gens avec l'aide des effets spéciaux. On tourne le 15 août. Voilà, donc c'est un peu blocage, tournage le 15 août et les effets spéciaux qui nous ont permis de pouvoir rendre cette ville vide. Mais avant tout, c'est les effets spéciaux. C'est-à-dire que l'aide du numérique aujourd'hui est folle et que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire il y a 20 ans. Quoi. Maxime a une question. Oui, justement. Donc dans le film, il y a tout le monde, enfin les gens sont seuls. Est-ce que le fait d'avoir une brume qui masque un petit peu le reste de la ville, ça a aidé justement dans cette optique de vider une ville ? J'y ai pas pensé, mais maintenant que tu le dis, certainement. Après, moi, c'était dans la BD, en fait, la ville s'effondre sur elle-même. En fait, elle descend un peu comme en cercle. En fait, elle descend et elle va tomber dans les abîmes où on ne sait pas trop où. Et parce que ça c'était un peu compliqué à faire visuellement, j'ai choisi de réinterpréter ce phénomène par un brouillard qui encercle la ville de la même manière. Donc en fait c'est exactement la même histoire, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que la ville s'effondre, elle est entourée d'un brouillard immense, brouillard qui raconte évidemment quelque chose, puisque ce brouillard a au-delà de son sens physique un sens mystique. Et du coup, je vous laisserai le découvrir au cinéma, mais c'est vrai que c'était surtout par un souci ça m'a surtout aidé à ne pas faire effondrer une ville plus qu'à cacher les arrière-plans, parce que voilà, c'était pas le sens, c'était pas une astuce, c'était vraiment une volonté artistique, ce brouillard. On parlait là donc de l'univers visuel, du fait de cette ville vidée qui est presque un personnage du film, mais il y a vos personnages, donc avec vos trois partenaires. Comment vous avez créé en amont du tournage la connivence, parce que ça compte. En fait, le film repose, comme tu disais tout à l'heure, essentiellement sur vous. Si ça fonctionne pas à l'écran entre vous, le film ne peut pas marcher. C'est ça, on cherchait une entente visuelle, je dirais. Ouais. Il faut que vraiment tous ensemble, on passe bien, on forme une belle petite équipe. Et du coup, on a beaucoup travaillé. Déjà, c'était difficile au casting. On a passé des castings ensemble beaucoup de fois pour essayer de créer ce groupe et que ça rende aussi bien à l'image que les personnages s'entendent dans l'histoire. Et pardon. Et non, on a travaillé en amont, que ce soit. On a fait beaucoup de répétitions de texte une fois qu'on avait le casting posé. Beaucoup de répétitions de texte. Et on a travaillé sur tout ce qui était le geste, le ton, pour que chacun, en fait, arrive à prendre sa place et que les personnalités soient bien définies. Et non, quelque chose à rajouter ? Non, c'est très bien ce que tu dis. Stéphane voulait ajouter quelque chose, je crois. Non, pas forcément, mais non, oui, on a travaillé en amont. Moi, j'ai ma méthode à moi. J'amenais les petits en boîte de nuit, je les faisais boire et ça marchait pas. Elle est bien celle-là ou pas, David? Parce qu'il valide mes blagues maintenant. Donc, du coup, Ah, super, merci beaucoup. Non, on s'est vu 2 mois avant le début du tournage et pendant chaque semaine, on se voyait et on bossait ensemble, on répétait les textes, on apprenait à se connaître et voilà, et ça a fonctionné naturellement. Il y a eu une immersion en amont. Ouais, mais non, ce qui était marrant, c'est de voir que les places qu'ils ont dans le groupe, dans l'histoire, et ils ont quasi trouvé les mêmes. Stéphane qui était un peu solitaire, c'est vrai, pendant le tournage, puisqu'il c'est le personnage le plus solitaire. Alors je pense qu'il a fait exprès, s'est mis aussi un peu dans cette condition-là
pour pouvoir trouver, pour que tout soit plus réaliste. Et c'est vrai que moi je trouve ça toujours intéressant quand on arrive à reproduire quand même les choses de manière pas réaliste, excusez-moi, c'est pas le mot, mais de manière plus sincère quand dans le groupe se créent les synergies qu'il y a à l'écran. C'est ce qui s'est un peu passé. Et je crois que ça se ressent à l'image. Ça, c'était vraiment chouette. Est-ce qu'il y a une scène qui était plus difficile que les autres à tourner? Enfin, je pense que tout le tournage a été compliqué parce que c'est quand même un film très ambitieux. Mais est-ce qu'il y a une scène que vous retenez comme étant... Alors, le lendemain de la boîte de nuit, j'imagine? Le lendemain de la boîte de nuit, c'est pas évident. Non, il y en avait, mais le problème, c'est que ça serait trop spoilé d'en parler. Il y en a une dont on peut parler, je pense, c'est la scène du grillage où Parce qu'on la voit dans la bande-annonce aussi. On la voit aussi dans la bande-annonce. J'aide Leïla et toute la bande à traverser un grillage. Et on peut le dire, on tournait avec de la fausse. Je me suis fait mal, ouais. Non, on tournait avec. Oui, après, parce qu'il faisait quand même, c'était au mois de. On avait eu la bonne idée de tourner ça au fin février. Il faisait donc 4 degrés. Oui, un voilà, endroit plein de déjà. courants d'air Et ils sont pris de la flotte. Mais je sais pas, on a vidé 2 camions de flotte. Oui, 2 camions de flotte en bien 2 heures. Et c'était drôle. Et c'est à ce moment-là où Stéphane est devenu violette. C'est étrange. Ils avaient tous une couleur intéressante, mais voilà, c'était très fini cette histoire. Mais c'est vrai que c'était très C'était physique. très éprouvant. C'était une scène très physique. On se séchait entre les prises, on revenait, on la refaisait, et c'était la même galère. Mais c'était marrant à faire. Et puis c'est une bonne fatigue. Le lendemain, on a envie de revenir. On sait que David va nous martyriser et on adore. Sur le film, il y a eu beaucoup de scènes intenses physiquement, donc comme celle-ci, mais aussi fortes émotionnellement. Et ça aussi, on n'y pense pas, mais c'est ça qui est très... Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur. C'est-à-dire que Sophia a une propension à pleurer. C'est-à-dire que, mais c'est fou, c'est-à-dire qu'elle se met... J'aurais jamais imaginé. Il y a des moments, il y a un moment très... J'en parle pas, mais un moment très difficile dans le film. Et c'est vrai que Sophia, je dis, ce qui serait génial, c'est que ça soit tellement énorme pour toi que ça se ressente à l'intérieur et que ça jaillit à travers tes yeux et qu'il se passe quelque chose, quoi. D'accord. Et là, elle part, 10 minutes, elle se met en condition. Et elle va plus bien du tout, quoi. Mais c'est impressionnant de l'avoir faire ce changement-là. C'est un peu comme Hulk, quoi. Mais Hulk, non, mais c'est très étrange. Elle se met ça change, puis elle revient avec un autre visage. Elle est en larmes, on y croit. C'est fou. Et action, ça tourne. Enfin, c'est le contraire. Et c'est magique, quoi. Et elle est très forte pour ça. Bravo. On voit qu'il y a une vraie connivence, une vraie super ambiance entre vous. Et en fait, ça me permet de rebondir sur une question de Jake Lamotta, qu'on salue, qui nous regarde, qui dit... c'est chelou comme... c'est bizarre, comme pseudo. Ce mec a quand même dirigé Jessica Alba, puisque tu as réalisé The Eye avec Jessica Alba. Ouais. Et justement, quelle relation là, voilà, il y a des jeunes comédiens français, on voit qu'il y a une vraie amitié, presque un rapport grand frère. Et par rapport à une star américaine, voilà, est-ce qu'on a la même relation quand on dirige une star américaine? Est-ce que c'est des gens extrêmement distants? En fait, on a une diva, là. Non, mais à part Stéphane... non, c'est pas vrai. Ils ont tous été sur sol, ils étaient tous absolument charmants. Mais sur un film américain, c'est-à-dire que quand l'actrice arrive sur le plateau, vous entendez 14 personnes qui parlent, les coiffeurs, les trucs, les machins. Ils sont toujours entourés de 14 personnes, on ne sait pas ce que font l'assistant boucle d'oreille, le truc, machin. On ne sait pas ce que font tous ces gens, mais bon, il y a toujours beaucoup de bruit autour de ces gens, les agents, les sous-agents, les trucs, les agents d'image. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un agent d'image, mais c'est une personne, enfin bon, bref, des publicistes ou machin. Il y a un monde de dingue. Et ces gens mettent des barrières parce que la star, machin. Et moi, j'ai eu un rapport avec Jessica, mais comme avec Sophia, quoi. Enfin, elle était saoulée de ça. Et comme c'est une fille très simple et très sympa, elle était contente aussi de travailler avec des Européens. J'ai fait le film avec Xavier Palude, mon copain et collègue de l'époque. Copain toujours, collègue de l'époque, et on a eu un rapport avec elle absolument simplissime, mais vraiment comme avec Sophia. Une fois qu'on passe les barrières de tous ces gens qui donc du coup ont une légitimité parce que ils sont un obstacle à la star. Mais en fait, c'est une fille très simple qui vit comme nous tous et qui aime les trucs, qui aime aller se balader avec son gamin. Voilà, et donc finalement, voilà, je pense que quand on arrive... Après, je pense qu'il y a des acteurs aussi qui sont plus méfiants, mais elle l'était pas du tout. Et puis, je crois qu'elle était contente de travailler avec des réalisateurs qui faisaient pas a little bit more, a little bit less, parce que c'était globalement ce qu'on lui avait dit avant et on a fait un vrai travail de composition sur son rôle. Elle était tellement heureuse de ça que voilà, on a eu
Mais je pense que voilà, c'est sur cette expérience-là, ça s'est passé comme ça. Je pense que sur d'autres, ça peut être plus compliqué. Et justement, tout à l'heure, tu parlais aussi du cinéma américain, de la différence entre la France et les États-Unis par rapport au fantastique et à la science-fiction. Est-ce qu'il y a quand même des films américains qui t'ont influencé pour celui-ci, pour le style visuel, pour l'ambiance? Ce que je parle souvent de mes références, moi, de gamin, et mes références de gamin, c'est des films de 82, 83. Je commençais un peu à aller au cinéma, j'étais très jeune, mais bon, quand même, à la fin des années 80. C'est les productions Spielberg de l'époque. Je peux vous en citer 10 des films, mais bon, ça peut être des films de Spielberg comme E.T., qui est le premier film que j'ai vu enfant et qui m'a marqué à vie. À tous les films qui mettent en scène des gamins dans des situations incroyables. Alors, Stand By Me, c'est un mauvais exemple parce que c'est d'une part pas une production Spielberg, mais c'est des gamins qui vont se confronter à la mort. Explore, ce sont des gamins qui partent qui fabriquent une navette spatiale pour partir dans les étoiles. Je sais pas, j'en ai des Young et Sherlock Holmes, c'est des gamins, enfin c'est les Sherlock Holmes jeunes, enfin c'était toujours mettre des enfants dans une situation extraordinaire qui est souvent plus vécue par des adultes, et ça m'a permis de voyager. Donc c'est vraiment les films qui me sont le plus intimes, puisque c'est ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc je pense que en revoyant Seul la dernière fois, je me dis c'est bizarre, ça se plan, ce truc, ça ressemble un peu. Ce sont des références complètement intégrées, qui font tellement partie de moi qu'elles ressortent comme ça de manière pas du tout pensée. Parce que voilà, je suis très influencé par ce cinéma-là qui m'a donné envie d'en faire. Donc forcément, ça doit se ressentir dans le film. Et j'en suis ravi parce que c'est un héritage que j'adore toujours. Ça reste toujours les films que je préfère voir. Et Jérémy nous dit, et les Goonies, j'imagine, donc les Goonies qui est quand même une référence pour tous les gens qui ont grandi dans les années 80. Moi, je me demandais si le manteau jaune et pas une dédicace au manteau jaune de Mickey dans les Goonies. Écoute, moi qui ai grandi avec les Goonies, c'est marrant ce que tu dis. Je l'ai revu il y a pas longtemps. J'ai revu le début du film. Et effectivement, il a. Et alors c'est pas une référence directe, mais c'est la costumière qui trouve ça toujours un peu qui était un peu chiant dans les films, qui tout le monde est les mêmes costards de la même couleur, et elle voulait quelque chose de coloré, ce que je trouvais assez juste, surtout qu'ils sont dans une ambiance qui ne l'est pas. Mais peut-être que, tu vois, j'ai revu, je me dis, c'est dingue. Peut-être, en fait, ça l'est. En plus, ils se ressemblent. D'ailleurs, ouais. Il y a le manteau et puis il ressemble vraiment à Mickey. Il est un peu moins bouboule, quoi. Voilà, un peu moins joufflu, mais Bouffi, bouffon. Ouais. Les Goonies et toutes ces références des années 80, voilà, maintenant, nous, on a l'impression qu'on est toujours jeune. En fait, on commence à être vieux, hein, je me rends compte. Ah non. Tu trouves aussi, c'est terrible. Je pense que je commence à être vieux. Mais les Goonies et tout ça, c'est des films qui vous parlent pas du tout, ou vous êtes plutôt sur les films de bande de la nouvelle génération? Si on vous dit un film des années 80, c'est vieux pour vous? Non, vas-y, non. Vous avez le droit de dire oui. Hein. Non, pas forcément. Si, c'est des références. Et puis, en plus, on a la chance aujourd'hui, voilà, de les revoir aux périodes de vacances, etc. Donc, on connaît nos classiques et on aime. Mais les films de la nouvelle génération sont tout aussi excitants, je trouve. Il y a de belles références, et aussi il y a les petites séries. Je pense à Stranger Things, qui est pas mal dans le genre. Donc non, on prend des anciens et on prend du neuf, et on aime les deux. Il y a pas de, ça nous parle. Enfin, ça me parle en tout cas. Oui. Non, oui, moi je connais, je respecte, mais je. Non, mais voilà. Quand on commence comme ça, c'est pas bon. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez grandi avec ça, et vous connaissiez aussi peut-être des films d'avant qui, voilà, vous savez que c'était la génération de vos parents ou quoi. Nous. On est en train de vous traiter de vieux. Je le sens un petit peu. Non, le fameux je ne vous juge pas. Je grandis aussi avec les films de ma génération, et j'ai conscience et connaissance des anciens, mais c'est vraiment moi ma génération, c'est avec ces films-là que je grandis. C'est dur, hein. Voilà, on est officiellement vieux. Voilà, ça y est. Une dernière question, Maximilien. Oui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a en ce moment une espèce de boom des adaptations de BD en France? Parce que là, il y a ce film-là, il y a un Spirou qui est en tournage, il y a un petit Spirou qui va arriver, il y a un Gaston Lagaffe qui va arriver. Est-ce que c'est un peu comme si, oui, Valérian, exactement. Est-ce que c'est un peu comme si on a vu que ça marchait aux États-Unis, on se dit, bah, on a comme un catalogue qui tient la route. Je sais pas s'il y a un boom, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Ici, on a, oui, voilà, Astérix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a d'autres. On a vu Bully Bill. Il y a eu Bully Bill. Il y a Bully Bill 2 bientôt. Ouais, aussi. J'ai l'impression que c'est les Bidochons. Il y a eu. Il y a eu les Bidochons. Il y a eu. Non, mais il y a eu pas mal de. Je sais pas s'il y a un boom. En tout cas, on y revient. C'est bien. On essaye. Je trouve que c'est bien. Il y a du matériel.
Maintenant, moi, je dis vraiment pas ça parce que c'est nous, mais je suis plus excité par un seul parce que je trouve ça plus original d'avoir un casting neuf, composé Une que de. histoire aussi dingue et que ça se Voilà, passe chez nous. et un film fantastique, quoi. On n'en voit pas. Donc, quand il y a un Gaston Lagaffe, les profs, etc., c'est génial, mais c'est commun. La comédie, on sait en faire, on l'en fait très bien. Basta. Le mec tire sur tout le monde. Non, pas du tout. Mais là, je suis très content de voir un film fantastique avec des gens qui nous ressemblent, des jeunes de ma génération, C'est et ça. un réalisateur Qui n'est plus de votre jeune. génération. Mais arrête, Alors t'inquiète pas, je vais te faire un cours et le DAB, Beyoncé, etc. Tu vas. Ouais, j'ai besoin Mais de voilà, ça. je suis plus excité par ce genre de projet. Je suis excité par Valérian parce qu'il y a Rihanna et que voilà, pour des raisons En rianesques. plus, j'ai on a très vraiment envie. l'impression que ce sont des personnages, enfin, n'importe qui peut leur ressembler, ça peut être n'importe qui, et puis on voit vraiment dans les décors, bon, on a vraiment recréé une ville, mais on voit que ça se passe quand même Paris, région parisienne, on reconnaît un peu, ça se passe chez nous en France, ça c'est super excitant, quoi. C'est ça en fait, ce qui est réussi vraiment dans le film, c'est ce côté ambitieux et en même temps Français. pour un film Ça français. peut parler Voilà. à tout le monde, et Oui. voilà, on peut se projeter, je pense, là-dedans. Et il y a aussi la réussite de David, je trouve, dans la transposition, et peut-être que tu seras d'accord, sans vouloir donner des conseils de manière prétentieuse aux gens qui vont adapter prochainement des BD, mais c'est pas une transposition telle quelle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas déguisé, on vous a pas mis un casque de Gaulois et des post-it sur la tête, c'est qu'en fait on prend cette histoire et on essaie de la transformer en quelque chose de réaliste et de cinématographique, Qui sans peut se passer forcément maintenant. juste transformer un dessin en vrais gens. Et je trouve qu'il y a une... Bah oui, démarche après, là-dedans qui est- comme tu disais, c'est risqué. C'est-à-dire que tu risques aussi de te prendre les foudres des fans qui, je le comprends, je trouve ça légitime, ont envie de retrouver ce qu'ils ont aimé dans la BD. Moi, ce que je trouve marrant quand tu vas au cinéma, c'est qu'on te raconte les choses de manière différente. Et c'est vrai que moi, en tant que spectateur, j'aime quand j'y crois. Et pour y croire, il faut que ça soit réaliste. Et il y a des traitements qui, pour moi, me sortent un petit peu d'une histoire. C'est pour ça que mon goût va vers du réalisme. Et que même si c'est une histoire de fin du monde avec un brouillard brûlant qui entoure qui entoure une ville, on a essayé de le faire de manière la plus réaliste et que les spectateurs puissent s'y plonger et y croire et qu'ils se disent que ça peut leur arriver. Et un dernier mot, si on peut. Mais bien sûr. Le 8 février, mercredi, dans toutes les salles, J'allais- seul. Huge. Voilà. Huge. It's gonna be huge. Et sachant, voilà, It's gonna be great. Huge. on compte sur vous, voilà, pour aller voir ce film. Comme on disait, c'est ambitieux, c'est réussi. On a eu pas mal de questions sur la suite. Alors c'est peut-être un peu dur encore de se projeter là-dessus. Mais il y a quand même, tu disais, tu avais pris 8 cm en 3 jours et même à l'écran. Beaucoup vont avoir grandi. Pas Et, Tilt un peu. Ouais, il a grandi. Il grandit là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Et en il a fait, grandi. caméra qui finit Là-bas, comme le ça. poil, merde. et tous vont avoir grandi. Et c'est quelque chose en fait dans la BD qui n'arrive pas, puisque voilà, les personnages restent les mêmes au fur et à mesure des albums, qui dans le film va devoir être pris en ligne de compte si jamais il y a des suites. Ouais, surtout que moi, j'ai toujours été déçu quand il y avait des suites et que je retrouvais pas la petite amie de Marty McFly dans Back to the Future 2. C'était un drame, même. Elle est super. C'est la fille. Elisabeth Chou. C'est Elisabeth Chou, voilà, qui a remplacé, qui a voilà, remplacé. celle de... Ouais, mais moi, je préférais l'autre. Même Ouais, tout si à fait. je trouve qu'Elisabeth Chou est ravissante, mais j'étais quand même très amoureux de la première Jennifer, je crois qu'elle Ouais, s'appelle. exact, ouais. À l'époque, on adorait les filles qui s'appelaient Jennifer. Alors que c'est quand même... Hein, donc j'étais amoureux et j'étais déçu de ne pas retrouver Jennifer. Donc j'espère qu'on va réussir à garder le même casting parce qu'ils ont été Tu formidables. m'as dit que tu voulais plus de. Mais par exemple, il y a, oui c'est vrai, mais ça on n'en parle pas. Jean Stan Dupac qui joue Terry là avec la doudoune jaune. Lui, il a carrément, mais c'est parce que Stéphane, c'est pas vrai, il était déjà grand au début du tournage, mais lui, il a carrément pris 10 cm, et puis il a commencé le tournage en commençant comme ça, et puis il a fini en parlant comme ça. Donc oui, il y a des complexités inhérentes à leur âge. Après, je trouve ça bien de les retrouver tous, parce que si on a aimé un film, on a envie de les retrouver. Donc voilà, je me pose pas encore trop cette question. J'attends que le public réponde présent le 8 février et soit là, parce que voilà, c'est un film très important pour nous, et je pense que c'est vraiment une aventure très cool à découvrir au cinéma. C'est parfaitement résumé. C'est le 8 février en salle. Le film s'appelle Seul. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voici tout de suite la bande-annonce et puis rendez-vous mercredi prochain. Allez-y, vraiment. À plus. Salut.